reprendre la vie au quotidien dans Paris en 1940, quoi. On essaye de choper l'ambiance la plus marquante de la bande dessinée. C'est ce qu'on retient, en tous les cas, une fois qu'on a fermé le bouquin, une fois qu'on a fermé la BD, les images qui me restent dans la tête. Et là, ce que j'ai trouvé très très beau, c'est les toits de Paris, quand la jeune fille s'évade par les toits de Paris. Il y avait vraiment une réelle ambiance, et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en partant de là. Donc c'est pas une reconstitution de la bande dessinée, ni des toits de Paris, mais c'est une évocation en tous les cas des toits. Et avec une petite bande son qui diffuse Radio Londres, tout de suite on a une ambiance qui nous plonge à cette époque-là, avec un poste de TSF. Voilà, c'était ça l'idée. Il y a une véritable histoire qui part des toits. Voilà. Et alors, techniquement, quel matériau vous avez utilisé? Du médium. Du médium parce que c'est le matériau le plus lisse, le plus malléable, celui qu'on arrive à peindre le plus facilement. C'est pas le plus léger malheureusement, c'est très très lourd. Mais techniquement c'est celui qu'on arrive le mieux à façonner. Et il y a beaucoup de récupération. Le vasistas c'est un tréteau coupé. Voilà, j'étais en train de prendre la tête à imaginer comment j'allais fabriquer un vasistas. Et finalement j'étais en train de scier un bout de bois et je vois le tréteau en dessous. J'ai chopé le tréteau, j'ai coupé les pieds et je me suis dit ça fera un beau vasistas. Alors vous n'avez plus de tréteau mais... Non, j'ai plus de tréteau, mais on a un beau vasistas. On va rentrer. Ouais. Alors c'est ici que tu fabriques... Alors oui, ici et là d'ailleurs c'est donc c'est une ancienne forge. C'était véritablement une forge. Ah ouais, Et avant d'être une forge, c'était un maréchal ferrant. Donc c'est un bâtiment qui a vraiment une histoire. Et toutes ces traces encore de cette histoire-là. Tu vois, il y a encore les vieilles machines, il y a l'enclume, la soufflerie, tout ça, ça fonctionne encore. Alors moi je bosse encore avec ces trucs-là, je les utilise. Et là c'est extraordinaire ici. C'est un système, un mécanisme hallucinant. Tu vois, tu poses ton bout de ferraille. Avec le contrepoids, ben, tu le laisses et tu t'en vas. Le truc qui fait son petit boulot tranquille. Avec ce va-et-vient là. ouais. On comprend pas comment ça marche, mais en tout cas... Ouais, c'est ça. On voit que c'est mécanique en tous les cas. Ouais, voilà. Ça fait penser un peu à une locomotive, là, le système. De bielle. De bielle, ouais, d'arbres, de trucs. C'est très très beau à voir fonctionner. Ouais. La BD prend du volume et vous la voyez pour la première fois. Comment ça se passe, ce premier regard? Oui, alors déjà il y a une pression. La première pression, c'est d'essayer de rester fidèle à l'auteur, le plus fidèle possible, parce qu'il ne faut pas oublier que le but, c'est de présenter des planches. Et donc de servir ces planches-là, de servir l'auteur, et surtout pas par une scénographie imposante ou quelque chose comme ça, de prendre le pas sur les planches qu'on expose. Après, c'est bien de jalonner l'expo de quelques éléments assez forts pour distraire aussi le public, qu'on ait Pour structurer l'espace. Exactement, ça c'est très important. Ça permet de circuler, d'avoir des espaces fermés, de cloisonner quand ça le demande. Donc quelques éléments forts comme les toits ou les tranchées, ça permet vraiment de créer des modules, des espaces où on recrée une ambiance. Donc la première pression, c'est effectivement de rester fidèle à l'auteur. Il y a des éléments un peu fétiches, comme les toits de Paris. Il y a une exposition qui a été consacrée à Hitchcock où on voyait tous les éléments, la paire de ciseaux, du crime était parfait. Enfin, là, on n'a pas quand même le béret rouge, la robe à pois, mais on a les toits de Paris, on a des éléments visuels forts de votre travail. Oui, oui. Ben ça, c'est par ces éléments-là que ça contribue à donner une atmosphère qui nous échappe un peu en fin de compte. Moi je sais pas si j'avais fait une expo, est-ce que j'aurais mis l'accent sur les toits de Paris, mais ce qui est intéressant c'est que ça donne ce que les gens ressentent de votre travail. C'est-à-dire les priorités qu'ils peuvent donner ou ce qui se dégage, comme si on demande de définir une personne en 3 mots, il peut y avoir 3 adjectifs qui sortent, et si on fait un sondage, ça sera peut-être, il y en aura 3 qui se dégageront. Tout le monde ne donnera pas les mêmes, mais il y en aura certains qui se dégageront en premier. Alors, là, les toits de Paris, c'est un truc qui a marqué les gens. L'ambiance de la bande dessinée, la couleur de l'artiste, quoi, sa couleur, c'était ça l'idée. Moi, c'est ce qui compte. Une fois que dans ma tête c'est monté, tout ça, on passe à la construction, et c'est que là, une fois que le décor est monté en salle, que je me dis,
Oui, Voilà. bon, je suis pas trop loin de la bande dessinée ou pas. Déjà, la première chose, mais qu'on ressent pratiquement à chaque fois qu'il y a une expo qui est faite sur votre travail, c'est que il y a un décalage entre les planches qu'on a l'habitude de voir chez soi, qu'on a toujours du mal à lâcher parce qu'on trouve qu'elles ne sont jamais vraiment terminées, tout ça. Puis tout d'un coup, de les voir dans un mur, en mise en scène, avec tout un petit univers qui est recréé, et donc ça a un côté abouti qu'on n'a jamais, et une vision d'ensemble aussi, de ce que dégage son travail, quoi. Et il faut aussi ne pas être figé sur une scénographie. Il faut impérativement se laisser libre. Ce décor qui sort des cases, ça permet peut-être aux gens qui se baladent dans l'expo de rentrer dans les cases. Oui, De peut-être, vivre oui, avec voilà, les ouais, ça fait un lien, on se sent tout d'un coup entouré de rentrer parce que voilà, ça vient en 3 dimensions, quoi. C'est un peu ce que j'ai appris aussi dans le théâtre, parce que j'ai fait du décor de théâtre. Dans le décor de théâtre, il y a quelque chose d'extrêmement défini, parce que c'est un cahier des charges. Un univers de jeu. Exactement. Je dispose d'énormément d'objets. Donc il me manquait là que la TSF. Voilà. Parce que j'avais une TSF qui était un peu plus récente. Donc il m'en fallait une autre. Ça j'ai trouvé très rapidement sur le Bon Coin, pratiquement chez un voisin qui avait passé l'annonce, quoi. Et il sera content de voir dans les J'imagine. Les Français parlent au français. Ouais. Donc, un des messages, c'était le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec? C'était le message lors du débarquement pour que les troupes arrière venaient conforter donc ceux qui avaient débarqué. Et le grand message, c'était le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a le chapeau de Napoléon, c'est un Ploumanac, là. C'est un rocher qui s'appelle le chapeau de Napoléon. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous parcourez cette exposition, mais là, vous pouvez la voir en toute tranquillité. Alors, votre ressenti sur cette exposition? C'est vrai que le jour de l'inauguration, il y a beaucoup de monde et cette exposition connaît un succès mérité d'ailleurs, avec ces dessins originaux qui ont une valeur pour moi inestimable parce que quand on regarde la qualité des dessins, et donc j'apprécie beaucoup cette exposition en toute tranquillité aujourd'hui, vous voyez. Et que pensez-vous de cette scénographie? On peut dire que la bande dessinée prend du volume. Les personnages sortent des cases aujourd'hui avec cette mise en scène. Ah oui, mais je crois que d'abord c'est un excellent dessinateur et il faut dire que tel que c'est là, quand on voit la qualité des dessins, la qualité de cette présentation, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On peut dire que c'est un art majeur. Et tous ceux qui participent vraiment apportent une qualité qui fait qu'aujourd'hui la bande dessinée est effectivement un grand art. La Bretagne a toujours attiré les grands peintres. C'est pas à moi que vous allez demander de dire qu'il n'y a pas une bonne qualité de lumière, bien sûr. Au lieu que ça soit, comme c'est le cas dans l'histoire maintenant du côté de Collioure, la première version, c'était ici, c'était en Bretagne, parce que j'avais envie de dessiner la région. Et puis en fait, par rapport au récit, le récit n'était pas fait, c'était juste le principe de récit qui était établi. Et du coup, je me suis aperçu que c'était bien plus efficace de le faire à Collioure pour des raisons par rapport à l'Espagne en particulier. Et finalement, c'est beaucoup plus la lumière que la couleur qui m'intéresse. La couleur en elle-même, et d'ailleurs je suis toujours un peu malheureusement dans les mêmes teintes, mais de plus en plus dans mon travail, je travaille le plus loin possible dans la réalisation de mes planches en contraste, c'est-à-dire comme si c'était du noir et blanc, sauf que c'est pas du noir et blanc, mais vraiment en établissant des lumières, quoi. Et je finis la quadrille à la fin, quoi, de plus en plus tard dans mes planches. Avant, je commençais tout de suite les couleurs dès le départ. Là, je commence un peu comme les peintres faisaient la préparation du tableau où tout était en brun et ils posaient les dernières couleurs à la fin. Et je comprends mieux pourquoi ils faisaient ça, parce que j'ai pas appris la peinture, j'ai pas pratiqué ça, j'ai pas eu de prof de peinture. Mais je comprends mieux maintenant en pratiquant pourquoi on peut avoir envie d'aller par là, quoi. Il y a toutes ces petites lueurs qui strient maintenant des personnages, des visages qui vivent. Lumière, c'est du dessin, quoi, puisque ça définit les volumes, et donc les volumes les plus marqués, on peut les définir d'un trait même. Et ici, vous savez, si beaucoup de peintres ont vécu en Bretagne, si Maurice Denis avait choisi de vivre à Perros-Guirec, c'est bien parce qu'il avait trouvé des couleurs qu'il ne trouvait pas ailleurs. Il le dit d'ailleurs souvent dans les livres, et beaucoup de peintres
ont la même réaction et je pense que c'est justifié. Et les dessinateurs de BD qui sont en Bretagne, certainement l'ont jugé de la même façon. Moi, j'avais jamais rien écrit jusqu'à l'âge de 40 ans. Il y avait un directeur éditorial chez Dupuis avant Claude qui s'appelait Philippe Van Doren. Une fois, il m'avait dit une phrase magnifique. Il m'avait dit: un bon écrivain écrit pas mieux qu'un autre, il écrit comme personne. Enfin, j'avais des complexes. J'étais pas fait pour ça, on me l'avait fait comprendre jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, il y a 20 ans qui se sont écoulés, j'y pensais plus, hein. J'étais pas malheureux de ça. Et puis, quand j'ai eu, un peu par défaut, les scénars qu'on me proposait ne m'intéressaient pas plus que ça, un jour je me suis dit: mais pourquoi tu racontes pas ta propre... tu fais pas ta propre cuisine, quoi. Et donc, je me suis laissé aller sans complexe, finalement, à écrire. Et c'est venu assez facilement et j'y prenais un tel plaisir. Et je me suis dit: ça se trouve, ça m'intéressait les autres, quoi. Voilà. J'ai des souvenirs. C'est où au Maroc? C'est au bord de Marrakech, à l'ouest de Marrakech. C'est au bord de la mer ou pas? Ouais, ça ressemble à Saint-Malo. Ah ouais? Ah, ça doit être pas mal. C'est plus sur des rampes. Il y a des rampes de Saint-Malo et puis avec les autres. Ah bon? Qui tournent dans la tête. C'est vrai? Oui, c'est une petite rare ville du Maroc. Là, il y a bien un certain plus de pareil. Non, je sais pas ces crayons-là. Parce que toi, t'en trouves pas spécialement. Enfin, pas... Bah si, Jean, ouais, si. La starification, on a commencé, on en parlait. J'ai l'impression, là j'ai l'impression d'être une starlet. La starlet de la plage. Quel prénom? C'est pour Léa? C'est pour Léa? Ça va devenir les Jean-Pierre, les Jean-Claude de leur génération.